Regardez, l'Europe comprend les choses différemment, du moins certains le font, et j'aimerais que nous regardions le commentaire suivant de cette même première ministre là-bas. Du Danemark, n'est-ce pas? C'est-à-dire, enfin, quand tout à coup. On voit ces messages, on dirait que, au bout du compte, le Danemark, avec le problème du Groenland et tout ce que tu veux, comprend la situation mieux que personne. Peut-être la Pologne. Les pays baltes, comme la Lituanie, la Lettonie et l'Estonie, commencent à comprendre la gravité de la situation que vit l'Europe. Je veux que vous regardiez le message de Matt Frickersen. Nous allons mettre un extrait de la vidéo de ce qu'il dit dans une interview, car il me semble important de la comprendre. Je vais vous montrer un extrait et analyser tout ce qui a été dit. Tout cela parce que c'est incontournable et parce que c'est nécessaire pour ceux d'entre nous qui s'intéressent aux questions internationales, ceux qui savent que cette partie est essentielle pour comprendre vers où va le monde. Le message qu'elle donne elle-même me semble essentiel, très important. Regardez, écoutez un extrait. Pour nous, les Européens, c'est que nous pensons et agissons encore comme si nous étions en temps de paix, alors que nous ne sommes plus en temps de paix. Tout est là, ça veut tout dire. Parce que regarde, en étant très diplomate, très à sa manière et tout ce que tu veux, mais il donne un détail clé. Il dit que les Européens continuent pendant de penser que nous sommes en temps de paix. Et je ne dis pas que nous sommes déjà en temps de guerre, c'est-à-dire, il ne dit pas que la guerre a déjà commencé. Non, il ne dit rien d'autre qu'un détail très particulier, très important. Oui. Les Russes pensent différemment. Les Russes pensent qu'ils sont en guerre et c'est leur constante. C'est une façon de penser. Alors, face à cela, ce que dit cette dame Mette Frederiksen, ce qu'elle dit me semble essentiel, très important, et qu'on ne doit absolument pas mettre de côté. Oui, il y a certains détails qui attirent mon attention. Elle dit, le problème pour nous, les Européens, c'est que nous pensons encore et nous nous comportons comme si nous étions en temps de paix. Ce ne sont plus des temps de paix, donc nous devons changer notre mentalité. Si nous ne le faisons pas, la Russie va gagner parce que sa mentalité n'a jamais été en temps de paix. Elle est toujours en temps de guerre. Écoutez, avec ce message, il est très clair comment pense la Russie, quelle est sa méthode, quelle est sa façon de penser. C'est ce que l'Ukraine leur dit depuis des années, et elle leur a dit « Écoutez, l'Europe c'est super ». En fait, ils veulent faire partie de l'Union européenne. C'est parfait. Mais ne soyons pas si naïfs. Non, c'est essentiellement ce que Zelensky leur a dit à plusieurs reprises, mais Donald Tusk leur a aussi dit la même chose. De Pologne, et cela a été dit par beaucoup de pays, disons, les plus proches de la Russie et qui comprennent qu'au mieux ce qui se passe à l'intérieur de la Russie. Depuis combien d'années la guerre hybride dure-t-elle? Les infiltrations, les sabotages, les cyberattaques. Combien d'années avant l'Ukraine, toutes ces choses se produisaient-elles déjà en Europe, et où les Européens savaient parfaitement d'où venaient les attaques? Ils ont arrêté des gens, ils les ont suivis, ils ont enquêté sur eux pendant des années, et ils savent parfaitement que cela vient du Kremlin. Et malgré cela, ils ne font absolument rien. Ou, dans tous les cas, ils agissent simplement pour éviter, disons, un dommage plus important. Mais ce n'est même pas une réflexion du genre. D'accord, préparons-nous au minimum, non? Non, ça ne fait que commencer. Cela fait un peu moins d'1 an qu'une véritable préparation à un conflit majeur a commencé. Et que personne n'en veut. Eh bien non, personne n'en veut. Mais si tu vois que l'ouragan arrive, qu'il se rapproche encore, et que c'est un ouragan de catégorie 5, parce que tu dis aujourd'hui, oui, ok, beaucoup de gens disent qu'il n'a pas assez de militaires, qu'il n'a pas assez d'armes. C'est vrai, il ne les a pas. Mais ce qu'ils ont en abondance, c'est quelque chose de très important à prendre en compte, et la Russie le sait, les Européens le savent aussi. Ce sont les armes nucléaires. Et ce n'est pas seulement les armes nucléaires, mais aussi la possibilité de prendre des décisions au moment où Poutine le souhaite.
et qu'ils ne peuvent même pas prendre de décision pour des choses basiques. Ils ne peuvent même pas se mettre d'accord sur la façon de vendre le lait ou sur des choses aussi simples, même pour ça ils ne se mettent pas d'accord. Donc ils vont se mettre d'accord sur des choses plus compliquées, même pas en rêve, aucune chance. Ni avec l'OTAN, ni sans l'OTAN, ni avec ce que tu veux. Quand même, l'OTAN elle-même est infiltrée via la Hongrie. Bon, les choses ont changé maintenant, mais quand même. Il y a la Slovaquie et d'autres pays où il est clair qu'il y a des infiltrations très évidentes de la Russie au sein de l'OTAN, et la Russie, regarde, elle est tranquille. La Russie n'a pas à contrôler l'OTAN. Tant qu'elle sait ce qu'ils vont faire, chaque pas qu'ils font. Parfait, c'est suffisant pour parler de Poutine. Et avec ça, il peut aussi bouger, influencer constamment, tellement que même, eh bien, son coup a marché avec les États-Unis, non? Je ne sais pas ce qu'il doit ou quelle relation il a avec Trump, mais clairement il y a quelque chose de louche, n'est-ce pas? Parce que ce que nous voyons en ce moment, ou du moins ce qui est le plus visible, tout cela, c'est que tu as un Trump qui, eh bien, a été très condescendant avec les mêmes Russes. En plus, il vient de leur accorder 1 mois supplémentaire pour que les Russes continuent à vendre du pétrole au monde, n'est-ce pas? Il leur a accordé 1 mois de plus, et tout cet argent, on sait déjà où il va, à la guerre. Financé dans ce cas. Pas directement par les États-Unis, mais par tout pays souhaitant acheter, non? À un prix soi-disant bon marché, connaissent pas, mais avec le pétrole cher, ce ne sera pas si économique. C'est donc un bénéfice en plus. Je ne prenais pas en compte les Russes, et que, eh bien, cela leur a généré, ou leur générera en tout cas, beaucoup d'argent pour le conflit. Un sujet qui a déjà été fortement critiqué aussi par l'Ukraine elle-même, n'est-ce pas? Qui a dit « Écoutez, ne continuez pas à soutenir cette situation. Maintenant, un autre sujet attire l'attention. » C'est que des drones ukrainiens auraient attaqué une autre raffinerie de pétrole. Cette fois, il s'agit de celle de Yaroslavl, qui est celle la plus grande. Eh bien, c'est déjà la 3e fois qu'elle est attaquée au cours des 2 dernières semaines. Rien que celle-là. Depuis le début de l'année, si on le considère, cette raffinerie a été attaquée 5 fois. Rien d'autre que la raffinerie. Ces dernières semaines, elle a subi 3 attaques. L'approche ukrainienne a donc été de prendre le taureau par les cornes et de dire « Regarde, si on reste passif en se contentant de se défendre donc, il n'allait jamais rien se passer, n'est-ce pas ?» Maintenant, depuis presque 2 ans déjà, à peu près, non? Il y a déjà un tournant où maintenant l'Ukraine aussi attaque. C'est pour ça que ce que dit la première ministre du Danemark est important, parce qu'on commence à voir des dirigeants européens qui commencent à se réveiller, non? Peut-être trop tard, peut-être sans beaucoup d'influence européenne, peut-être, je ne sais pas, on verra, mais au moins ils amorcent des virages, n'est-ce pas? Et cela sera intéressant à l'avenir. Et on signale le Sandy Fire, non? Un incendie qui, évidemment, suscite de l'inquiétude en Californie. Et cela se passe précisément à Los Angeles. À toute la communauté qui nous regarde là-bas, à Los Angeles, un grand salut. Merci beaucoup d'être ici avec nous. Regardez, toute la zone de l'ouest des États-Unis et même du nord-ouest du Mexique court actuellement un risque d'incendie. Oui, c'est ça. Et si on le regarde sur la carte, n'est-ce pas? On va le montrer ici. C'est la zone qui présente le plus de risques en ce moment dans toute l'Amérique. Un peu au Brésil, un peu au nord du Chili, une partie du Pérou, de l'Argentine, de la Bolivie, qui présentent un certain risque d'incendie à cause des sécheresses. Un petit bout du Venezuela, oui, de l'Amérique centrale, du Mexique, du Sud-Est. Mais l'essentiel, si vous regardez bien là où il y a des risques extrêmes d'incendie, on parle de Chihuahua, Durango, Basse-Californie, la Basse-Californie du Sud. Sonora Paz, Sinaloa. Évidemment, ici on parle de l'Arizona, pas du Mexique, surtout de la Californie du Sud et d'une partie importante du Texas. Principalement, mais il y a aussi d'autres zones avec un risque d'incendie.
On a déjà vu ce qui se passe en Floride, en Géorgie, dans le sud-est, où il y a aussi eu des incendies importants. Mais cette fois-ci, l'incendie qui sévit en Californie inquiète beaucoup les Californiens, à la communauté qui vit là-bas, parce que c'est un incendie qui a déjà provoqué des évacuations, n'est-ce pas? Et ça, eh bien, ce n'est pas tous les jours, n'est-ce pas? On ne voit pas des incendies de cette ampleur tous les jours. Il leur donne un nom là-bas, il donne un nom aux incendies, comme nous l'avons déjà mentionné plusieurs fois. Cette fois-ci, c'est l'incendie Sandy, n'est-ce pas? Sandy Fire, non? C'est comme ça qu'ils l'appellent aussi, et dans le cadre de cet incendie, les pompiers ont déjà commencé à avertir. Il y a déjà quelques évacuations dans le comté de Los Angeles. En fait, depuis hier soir, on signalait déjà des mouvements dans ce sens, mais il y a 40 minutes, ils ont rapporté que l'incendie progresse rapidement. Vers Simi Valley, en Californie, où ils rapportent que 1300 acres ont déjà été détruits et qu'il y a déjà un ordre d'évacuation pour 23 personnes. Rien que dans cette zone, 28 500 personnes sont concernées. C'est la dernière mise à jour. Il y a des dégâts dans les habitations. 28 500 personnes ont été évacuées. Donc le problème est important pour la vallée de Californie, où 1300 acres ont été détruits, et où il y a actuellement environ 500 pompiers qui travaillent sur place. Ce sont eux qui travaillent dans ce sens. Je regarde s'il y a une possibilité de pluie, mais pour l'instant je n'en vois aucune. Elle est nulle, du moins pour aujourd'hui. Nous allons voir d'ici demain ou après-demain. Ici, lui. Déjà en fin de semaine, rien. Il n'y a aucune possibilité de pluie, donc au moins les conditions d'humidité ne vont pas changer. L'ambiance restera sèche et donc, pour la même raison, au moins dans les prochains jours, aucun changement n'est attendu à ce niveau. Non. Comment vas-tu, Luis Trejo? Salutations. Merci beaucoup pour le commentaire. Dieguito, comment vas-tu? Bonjour. Un grand salut et merci. Il envoie ses salutations depuis l'hôpital Los Angeles Pedregal. Il dit « Ce dont je peux me vanter, c'est que maintenant j'ai un tibia. Maintenant j'ai un tibia et un péroné en acier massif. » Dieguito, c'est super, rétablis-toi vite. Alors, ils t'ont fait une intervention là-bas. Tu es déjà à moitié métal, non? Tu es un cyber Diego, non? C'est super, Diego. Comment tu vas? Tant mieux si tout s'est bien passé. Comment t'ont-ils soigné? Cet hôpital est réputé pour ce type d'intervention. Bon, merci d'être avec nous et salutations à ceux de l'hôpital. Si l'infirmier, l'infirmière, les docteurs te regardaient là-bas, je ne sais pas. On leur envoie un salut. Prenez bien soin de Dieguito, s'il vous plaît. Et dis-moi, qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu as eu un incident, un accident? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu vas pouvoir faire du sport? Comment ça va? Daniel, comment tu vas? Dani, ça fait plaisir de te voir, Dani. Comment tu vas? Et Aurelio, un grand salut à toi. Toi, Aurelio, comment ça se passe là-bas? C'est que tu es en altitude, non? Alors, d'après les images qu'ils ont montrées avant, il dit... Je suis allé à la Kamoto. Tu t'es assis sur une moto. C'est ça, ce sera tout de suite après. Oui, à la suite. J'imagine que oui. D'accord. Regardez, parmi ceux des points qui nous manquent, disons, sur le sujet des incendies, non? On a déjà commenté les progrès et malgré tout. Là-bas, un s'est ouvert et cela me rappelle qu'on l'entend de plus en plus souvent. Lorsqu'il y a une catastrophe, il est maintenant plus courant qu'il y ait aussi des refuges pour les animaux ou pour les humains et les animaux. C'est-à-dire parce qu'avant, c'était presque comme si tu pouvais venir, mais seulement sans chien, sans chat, sans aucun animal. Et maintenant, ce n'est plus le cas. Eh bien, d'après ce qui est rapporté, l'origine de l'incendie remonte à lundi à 11h du matin. Là, la police de Simi Valley a commencé à donner l'alerte. D'après ce qui est rapporté, il y avait un tracteur et il y avait des des véhicules de nettoyage et des choses comme ça. Et c'est là qu'ils pensent que l'étincelle s'est produite et que l'incendie a commencé. C'est ce que l'on croit. C'est à partir de là que ça a commencé. Les autorités n'ont pas encore pu confirmer officiellement la cause de l'incendie. Mais regardez, la sécheresse. Chaleur. Des vents qui atteignent environ 70 km/h. Des broussailles. Tout ce que tu veux. Bref, tout s'assemble pour que ces incendies se produisent. Le feu s'est propagé sur la broussaille sèche et dans les zones résidentielles, entraînant l'émission d'ordre. Il y a aussi des avertissements, d'ailleurs.
Si tu vis à Agora Hills, à Calabasas, à Hayden Hills, à Catchworld, à West Hill. Dans tous ces endroits, il y a une alerte et même une nouvelle évacuation dans certains lieux, donc il faut être très vigilant. Si tu nous écoutes, sois très attentif, s'il te plaît. Ici, nous actualiserons la situation toute la journée. Ici, nous essayons d'analyser tout ce qui se passe dans le monde et surtout, nous rapporterons tout événement majeur dans le monde hispanophone en insistant là où la population hispanique est importante, comme récemment. Hier, on m'a demandé pourquoi je reçois tant d'informations sur les États-Unis. C'est parce qu'il y a beaucoup d'hispaniques là-bas. C'est l'un des endroits qui compte le plus d'hispaniques au monde. En fait, c'est la deuxième ville avec le plus de Mexicains au monde. C'est Los Angeles, la deuxième ville du monde avec le plus de Mexicains, uniquement des Mexicains. Ajoute les Guatémaltèques, les Salvadoriens, les Colombiens. C'est-à-dire, c'est une ville d'hispaniques, elle s'appelle Los Angeles. C'est-à-dire, je pense que c'est très évident, non ? Ceux qui sont allés à Los Angeles, sûrement ils auront remarqué qu'il est le plus facile de parler espagnol que de parler anglais. Là-bas, tout est en espagnol. Donc, évidemment, c'est une chaîne internationale. S'il y a beaucoup d'hispaniques, nous leur donnerons évidemment des informations sur ce qui s'y passe, n'est-ce pas ? Et concernant l'actualité mondiale, aujourd'hui vous savez que je parle de Taïwan, du Congo et d'autres endroits. Je privilégie les lieux avec plus d'hispaniques, mais s'il se passe quelque chose en Argentine, en Bolivie ou ailleurs, nous sommes là aussi, toujours attentifs, n'est-ce pas ? Bon, alors je dis ça juste pour clarifier les choses, d'accord ? Un grand salut, Anna Hughes. Énorme santé aussi, il dit santé, merci beaucoup. Énorme santé, merci beaucoup d'être ici avec nous. Il dit ici dans la région de Santa Fe, on ne voit pas d'incendie, mais le vent est très sec. Aurelio, un grand salut. Parce que je dis, comme je vois que tu es là, enfin, que ce n'est pas le Mexique, n'est-ce pas ? Celui-ci est dans la zone à risque, alors fais juste attention à ça. J'ignore pourquoi c'est plus courant en Californie. J'ai entendu beaucoup de théories là-dessus, sur des intérêts fonciers, des histoires de terrain, plein de choses. J'irais même jusqu'à penser à du sabotage. On peut imaginer beaucoup de choses parce qu'il est relativement facile que ce genre de problème commence. Malheureusement, il y a beaucoup de pyromanes. Donc, il y a beaucoup de choses, n'est-ce pas ? Il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais comme on dit on dit bien, l'occasion fait le larron, non ? Quelque chose comme ça. Eh bien oui, n'est-ce pas ? Si tout à coup tu facilites les choses et qu'il y a un voleur dans les parages, eh bien il va te voler. C'est pour ça, pas vrai ? On te dit de ne pas laisser ton ordinateur dans la voiture, n'est-ce pas ? Et surtout pas en vue, n'est-ce pas ? Si tu vas la laisser là, au moins cache-la, non ? Si tu la laisses visible, eh bien aujourd'hui on peut te la voler. Je veux dire, il va y avoir une occasion. Tu donnes l'occasion. Et c'est ce que je ressens. Qu'en Californie, c'est très facile que ça arrive. Et c'est l'occasion. N'importe quoi, une étincelle, un accident, peu importe, ça peut provoquer un éclair. Un court-circuit. C'est-à-dire, il y a 1000 raisons, n'est-ce pas, qui peuvent provoquer des incendies de forêt à cet égard. Écoutez, il y a un sujet dont j'aimerais vous parler. Je pense qu'on va plutôt passer au prochain direct. On ne part pas comme ça, à chaud, disons. Non. On passe au prochain direct. Celui-ci est sur PP Clips, oui, qu'on a renommé PP Noticias parce que ce ne sont plus des clips. Avant, c'était pensé pour des clips, mais en réalité, ce ne sont pas des clips. On fait aussi du direct là-bas. On l'a appelé PP Noticias car beaucoup nous cherchent ainsi. En tapant PP Noticias, on a décidé de garder ce nom. Finalement, c'est vous qui l'avez choisi, non ? Donc PP Noticias, c'est la chaîne, disons, mais c'est une chaîne secondaire, simplement sa chaîne sœur. Une chaîne. Je dirais chaîne de secours. Si l'une a un problème, l'autre prend le relais. C'est-à-dire, disons qu'il vaut mieux toujours avoir, surtout si tu t'occupes d'informations aussi délicates que celles dont nous parlons, eh bien, il vaut toujours mieux être sur 2, 3 ou 4 chaînes, parce qu'il peut toujours arriver des choses, non ? Donc, il vaut mieux être sur plusieurs. Mais cela dit... Eh bien, allons-y, parce qu'il y a déjà une déclaration très forte sur le sujet des ovnis de la part d'Anna Paulina Luno. À Anna Paulina Luna, députée des États-Unis, qui fait une déclaration, elle fait un commentaire très fort, n'est-ce pas ? Et j'aimerais donc avoir votre avis, mais surtout que vous sachiez à quel niveau les membres du Congrès américain en parlent déjà. Je ne la crois pas et je ne crois aucun politicien, mais au final c'est tout ce qu'on a.
Donc il faut voir ce qu'ils disent, et ensuite chacun se fait ses propres idées, ses concepts et tout ce que tu veux. Mais ce qu'elle dit est vraiment fou. Et surtout parce que parmi tout ce qu'elle a suivi, c'est ça. Elle, Tim Burchett et d'autres membres du Congrès américain ont suivi le sujet des ovnis et ils font partie d'une délégation à qui on donne des informations. Ce qu'elle voit. Qu'elle n'a pas pu montrer. C'est hallucinant. Allons-y pour ce sujet. Je vous attends là-bas, allons sur PP en vivo. Tu le trouves pareil sous PP en vivo, peu importe, mais la vidéo se lance directement. Donc c'est aussi cool que ça aille comme ça. Mais allons-y s'entraîner. Je commence tout de suite, il y a beaucoup d'informations aujourd'hui. Allons-y.